Dans un instant, on doit recevoir Camille Goyette-Gingras, présidente des organisations Unies pour l'indépendance. 16h19 avec plaisir, nous avons un visuel. Camille Goyette-Gingras, elle est présidente des organisations Unies pour l'indépendance. Comment ça va, Madame Gingras? Ça va super bien, Ça va merci. bien? Oui, super. Bon, vous dirigez beaucoup d'organisations. C'est des organisations unies pour l'indépendance. Ça fait combien de temps que cette organisation, super organisation, existe? Donc, d'abord, on dirige pas ces organisations-là. On est comme si on veut un regroupement d'organisations qui ont des mandats souverainistes. Voilà, elles sont toutes indépendantes. Les organisations unies pour l'indépendance existent depuis 2015, mais sont elles-mêmes issues d'autres organisations. Donc, dans les faits, on a quand même une certaine longévité. Par contre, on a été très connus auprès de la jeunesse là depuis 2021, où on a pris une grande expansion, là, comme vous avez pu le constater. Ah oui, je le constate parce que des organisations caritatives, on pourrait dire, n'est-ce pas, OSBL, n'est-ce pas, OBNL, qui arrivent à avoir une bonne cagnotte comme vous l'avez pour préparer cette indépendance, là. Il n'y en a pas des tonnes. Qu'est-ce que vous avez fait? Des levées de fonds, des je ne sais quoi, moi? Écoutez, d'abord, nous, on est un organisme d'éducation politique, on n'est pas un organisme caritatif, ce qui nous donne quand même une certaine liberté en termes d'action. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on s'est énormément déployé auprès de la jeunesse, on a augmenté notre volume d'activités, puis effectivement, ne serait-ce qu'un exemple, cet été, on organise une fête nationale indépendantiste politique au Parc La Fontaine. On compte être 2000 personnes, dont la très vaste majorité sont des jeunes. Et cette action-là, auprès de nouvelles générations, a généré énormément de nouveaux financements. Et on a aussi reçu deux très importants dons qui étaient absolument pas prévus là, à la fin de l'année 2023. Et on a décidé d'investir dans un projet de croissance qui va nous permettre de créer, si on veut, une forme de permanence là, d'ici les prochaines années, un peu à l'image de ce qui s'est fait en Catalogne avec le groupe Ensemble pour le Oui. Ensemble pour le oui. Et donc, vous avez une bonne cagnotte. Mais moi, je voudrais d'abord savoir pourquoi, pourquoi vous n'avez pas, tout simplement, vous me dites que vous n'êtes pas une organisation caritative, mais j'imagine que vous êtes une OSBL, non? Oui, on est une OSBL. OSBL. Mais pourquoi pas un parti politique carrément? En fait, parce que justement, on veut que la question nationale existe à l'extérieur des formations politiques et ça, c'est super important parce qu'une organisation qui est non partisane comme la nôtre, vous savez, nous, on est complètement indépendant des formations politiques, on n'est pas financé par eux. Ça nous permet d'aller rejoindre aussi des groupes qui sont moins rejoints par les formations politiques. C'est pas tout le monde hein, qui veut s'adresser à un parti et la partisanerie, des fois, a un impact dans une idée qui, elle, existe à l'extérieur de l'Assemblée nationale, qui est celle de l'indépendance du Québec. Et c'est important d'avoir un regard qui est citoyen, aussi qui a le temps d'adresser des groupes chacun individuellement. Je pense que ça, c'est la grande force et la grande marque de la société civile au sein du mouvement indépendantiste, parce que je vais vous dire, le premier de 40% d'adhérents au oui, là, souvent, ça va être le plus facile à aller chercher, mais celui qui va demander le plus d'efforts, c'est le dernier 10,1%. C'est vraiment à ceux-là qu'on s'adresse, qui vont demander des efforts individuels, groupe par groupe, qu'on prenne le temps de discuter. C'est vraiment là où les Oui Québec, les organisations unies, on attaque. Et je commence à comprendre qu'il y a une stratégie derrière ça et c'est vraiment ce que je crois. Hein. J'aurais pu parler à votre place, n'est-ce pas? Mais avant de parler à votre place pour dire les beaux mots que vous venez de dire, qui sont vraiment justes par rapport aux 40% et le 10% qui reste difficile à débusquer, moi je ferais à votre place le lien hein, comme parti, cette organisation des organisations, n'est-ce pas, qui chapeaute ces organisations, n'est-ce pas, le lien entre les mouvements indépendantistes et les partis politiques aussi indépendantistes.
Donc, en 2017, les Oui-Québec ont mené un projet qui s'appelait la table de concertation, qui visait à trouver des consensus au sein des partis politiques indépendantistes. Il était finalement arrivé à une entente, mais bon, le projet a dû arrêter là pour un. Je rentrerai pas dans les détails. Faut savoir que les partis politiques sont pas membres des Oui-Québec parce que nous, ça nous garantit notre indépendance d'action aussi, qui est super importante parce que chacun doit faire son travail. Ceci dit, on a des bonnes relations, puis on va toujours, nous, c'est au cœur de notre mission, on va toujours souhaiter plus de convergence au sein du mouvement parce que les grandes divergences qu'on peut connaître, qui sont parfois sur la place publique, on juge qu'elles n'aident pas le mouvement souverainiste et qu'au contraire, on doit se doter de plans de match communs, pas d'une vision commune parce qu'on pense à la diversité aussi des visions, une convergence de visions au sein du mouvement, mais on pense quand même du moins qu'on doit se doter de certaines balises collectives comme mouvement et ça passe aussi en engageant les formations politiques. Mais ça, il faudra voir dans les prochaines années comment ça va se déployer parce que nécessairement, bon là, tu sais, il y a tout ce qui se passe au niveau des sondages de la prochaine élection, il y a beaucoup d'inconnus encore. Mais éventuellement, on pense que cette forme de vision collective, ou en tout cas d'action collective vers l'indépendance, elle est absolument essentielle pour réussir le projet de pays. Je voudrais vous poser une question, mais je n'aime pas poser des questions dont je connais déjà la réponse. Mais là, Mais si je veux être intéressant, il faut que je vous pose cette question à savoir, est-ce que le mouvement a besoin de se rajeunir? Parce que quand je regarde une fraîcheur comme vous, là, hein, ça serait extraordinaire hein, pour une nouveauté, avec une fraîcheur, un nouveau discours. Je pose la question quand même. Je prends une chance, OK? On va voir. ben, écoute, tu sais, des fois, on se demande pourquoi on a besoin de jeunes. Tu sais, la question se pose, puis moi, c'est au cœur de mon engagement politique d'amener les jeunes à s'engager politiquement pour une raison qui est pas juste que ça paraît bien. Hein. C'est une chose, évidemment, bon, c'est toujours beau dans des photos op, mais il y a quand même des raisons idéologiques à vouloir des jeunes dans nos organisations. C'est la suivante, c'est que souvent les grands combats politiques ou les grands combats sociaux, ceux qui changent l'histoire, là, comme le mouvement féministe, ou tu sais, ça se fait sur plusieurs générations. Fait que pour réussir à marquer l'histoire, ben, ça prend des jeunes pour poursuivre cette idée-là qui a émergé chez d'autres générations avant. Fait que c'est dans cette optique-là, parce que les jeunes, ils ont la capacité à garder les idées, les projets innovants, actuels, à les adapter aussi aux défis contemporains. Donc, il y a un aspect immensément important à la mobilisation des jeunes qui va au-delà de les inclure dans nos vidéos. C'est vraiment d'en faire des porteurs aussi de la suite pour le projet de pays. Alors, évidemment, pour nous, c'est une immense priorité. On le réussit très bien d'ailleurs parce que dans nos événements, là, la vaste majorité des participants maintenant ont moins de 30 ans. Le mouvement indépendantiste, pendant longtemps, a compté sur la jeunesse et on voulait même rabaisser l'âge du vote pour amener des jeunes de 16-17 ans à voter, n'est-ce pas? Et il me semble que les sondages nous disent non, les jeunes ne sont pas intéressés à la souveraineté du Québec, à l'indépendance du Québec. En fait, il y a une forme d'ambivalence. De plus en plus, premièrement, les jeunes commencent à s'intéresser à la question nationale. Le problème, ça dépend de quel jeune on parle, hein, parce qu'on a tous notre jeune à nous. Mais je vais parler des 30 ans et moins. Le problème des 30 ans et moins, c'est qu'ils n'ont jamais connu de campagne référendaire. Donc, souvent, ils n'adhéraient pas systématiquement à l'idée d'indépendance simplement par manque de connaissances, mais pas par non-adhésion au projet. Et là, la nuance, c'est là où la nuance est importante. À la mesure que le projet d'indépendance est discuté de plus en plus dans les médias, on voit l'opinion qui a tendance à changer, mais il va falloir qu'il y ait encore plus de discussions qui aient lieu parce que ça fait à peu près maintenant 1 an qu'on parle plus d'indépendance médiatiquement. Mais il faut dire que dans les 20 dernières années, le sujet avait été quand même moins présent. Pas juste dans les médias, mais vous savez, on pense que nous, c'est important que le projet soit présent dans l'esprit des gens puis dans leur quotidien aussi. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps qu'il faut qu'on en jase avec notre coiffeur quasiment, tu sais. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, dans le quotidien des gens, c'était pas une considération. Il faut que ça le redevienne. On n'est pas encore arrivé là, puis je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'aiguille bouge tout à fait, pas encore là au niveau de la question nationale. Ceci étant, on est quand même à entre 35 et 40
ce qui est un résultat similaire à ce qu'on aurait pu connaître en 94. Donc, quand même, on est dans des zones intéressantes, mais il va falloir effectivement pousser les efforts et surtout avoir une diversité de pratiques. Et c'est là où notre rôle est vraiment important. En attendant, vous avez un beau problème sur les bras. Et moi, j'aimerais avoir ce problème à mon entreprise, n'est-ce pas? Avoir de l'argent et ne pas être certain de pouvoir dépenser cet argent-là pour la raison pour laquelle vous avez préparé cette cagnotte. Parce qu'on nous dit, en n'étant pas un parti politique, dans un référendum où il y a un camp du oui et un camp du non, il faut comptabiliser les dépenses. Et si vous n'êtes pas un parti politique, pas évident que vous allez pouvoir utiliser légalement. Et je sais que vous êtes une fille légale, n'est-ce pas? Légaliste à tout le point. Hein? Nous, c'est évident qu'on va se conformer à la loi référendaire, comme on se conforme à la loi électorale aussi, d'ailleurs, en matière de dépenses quand il y a des partiels ou quand il y a des élections. Donc, il faudra voir qu'est-ce que la loi dira à ce moment-là. L'objectif, de toute façon, n'est pas d'utiliser les sommes pendant le référendum, soyons bien clairs. Les sommes vont être utilisées pour constituer, en fait, une équipe permanente, des ressources permanentes aussi qui vont être formées et prêtes à agir pour faire le maximum de promotion d'indépendance, hein, vous savez, parce que la campagne référendaire, c'est un moment en tant que tel qui dure un temps, tu sais, conscrit dans le temps, mais dans les faits, les gens vont avoir dû avoir des années aussi pour former leur opinion par rapport à la question nationale. Et comme je vous dis, nous, on travaille en amont. Mais tout le travail qu'on fait en amont pour faire germer cette idée dans la tête des gens, elle va se déployer par la suite quand ils vont réfléchir au courant de la campagne référendaire. Mais la campagne référendaire a ses propres lois. Le camp du oui, c'est quelque chose qui faisait partie de la loi référendaire en 95. Ça, c'est pas les Oui Québec, c'est autre chose. Donc, c'est sûr que nous, on va toujours se conformer comme on l'a toujours fait, là. Voilà. Alors, il y a une façon que vous avez de nous présenter le mouvement en nous disant que vous faites la conscientisation politique, mais orientée, devriez-vous annoncer, parce que hein, ça nous oriente dans un sens. Ben, c'est clair, nous, c'est tout à fait assumé, là. En fait, on fait germer l'idée d'indépendance chez des gens qui sont peut-être moins politisés. Je pense que c'est important de le faire aussi parce que c'est pas tout le monde qui est scotché à la télévision, à regarder tu sais, les actualités politiques. Mais effectivement, nous, je veux dire, on est un groupe indépendantiste citoyen, assumé, là, ouvertement politique. Donc, c'est ça qu'on fait. Je pense qu'on le Alors, fait très bien d'ailleurs. oui, 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 sans aucun doute. Et d'ailleurs, je vais en parler à qui de droit, parce que, voilà, moi, je fais partie du 10% plus 1 avec le... Hein, et vous avez l'air de pouvoir me convaincre, je vais le dire à PSPP, n'est-ce pas? C'est pas lui qui arrivera à me convaincre parce que je lui ai demandé de me convaincre. Hein, peut-être vous, hein? Il faudra nous parler plus souvent, on ne sait jamais, hein? Ben, en tout cas, moi, ça me fera plaisir de vous parler. Merci beaucoup, Camille Goyette-Gingras. Elle est présidente des Organisations Unies pour l'Indépendance. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.